Difficile de qualifier ça comme un épisode ultra pivot, ultra choquant, etc. par rapport à l'épisode 9 de la saison 1 et de la saison 3, même s'il y a quelque chose d'assez fort là-dedans, mais j'y viendrai, donc ouais, ça casse un petit peu le moule, ça casse un peu le pattern, semble-t-il, cet épisode. Ok, très bien. Moi qui attendais à quelque chose d'ultra choquant, genre une mort super forte de personnages, comme dans la saison 1 et la saison 3, j'ai eu quelque chose de similaire, mais ça n'a pas tout à fait le même impact, et je reviendrai là-dessus quand on en parlera. En tout cas, ouais, on commence avec donc le segment le moins intéressant pour l'instant, et ouais, ça m'embête un petit peu que l'arc autour d'Arya devienne aussi inintéressant presque. Je veux dire, c'est pas non plus chiant ou quoi que ce soit, mais j'ai du mal à voir où ça venait de façon poussée par le fait que Paf elle est entraînée d'une certaine façon qu'on montre pas particulièrement, parce que le fait de comprendre qu'il faut se créer une fausse identité, je suis désolé, ça nécessite pas quelque chose de très fort, et on l'a pas illustré de façon ultra puissante non plus, et ce qui fait que en gros maintenant le seul truc de développement qu'on a depuis le début, c'est ce qui se passe dans cet épisode par rapport à son désir de vengeance en fait. Et j'ai le sentiment qu'elle est un peu en train d'échouer à l'épreuve qu'on veut lui faire passer, entre guillemets. Donc ouais, elle est sur le point de poursuivre et d'achever sa mission concernant le parieur dont on a parlé la dernière fois, en l'empoisonnant avec une de ses huîtres. Alors au passage... des détails là con comme ça, mais comment elle peut ne pas se faire repérer après ça? Parce que c'est bien joli le plan qu'il lui a donné Jaqen, mais si elle lui sert une huître empoisonnée et que le mec il meurt, le mec aux alentours il devrait pas se douter de quelque chose, ou bien j'imagine que ça va être un poison lent, ok, mais même là quoi, on devrait pas se douter un peu de quelque chose par rapport à ça, parce que si comme par hasard il meurt peu de temps après avoir commencé à manger les huîtres de cette vendeuse de fruits de mer qui est apparue depuis quelques temps, très peu de temps, ça devrait un petit peu jeter les soupçons sur elle. En tout cas, je sais pas, peut-être qu'ils avaient prévu de la faire se retirer, de plus se faire voir après ça. Ou bien, en fin de compte, ça fait partie du test. En gros, il n'y a pas de poison à lui donner, ce qu'il lui a donné Jaqen, c'est pas du poison, c'est juste pour voir si elle est prête à aller jusqu'au bout de ce qu'il lui a dit de faire. Et si ça se trouve, le mec, c'est juste un complice qui n'est coupable de rien et on a prévu de rien faire avec lui. C'est pas impossible que ce soit ça aussi. En tout cas, ouais, c'est là que son épreuve commence, où elle voit à Mareoke le petit bateau du père Tyrell et du chef de la guerre de Myrine qui attire bien évidemment son attention, et elle se dit merde, j'en ai rien à foutre d'empoiser ce type, je vais les suivre, et on va voir donc une espèce de passage rapide de ce qu'il était venu faire là, Tyrell, le père Tyrell, c'est-à-dire parler avec le dirigeant de la banque de fer, tandis qu'elle les observera d'un petit peu loin, et ouais, c'est passé très vite, surtout du point de vue d'Arya, et elle finira par suivre Mérine alors qu'il se rendra au bordel pour se payer une fille avec ses mecs, avec ses hommes. Elle arrivera à entrer là-dedans en vendant quelques-uns de ses fruits de mer. Au passage, comment elle arrive à les garder frais exactement? Elle les trimballe toute la journée, elle arrive à les garder frais et tout. Parce que je suis désolé, mais une huître qui reste au soleil comme ça tout le temps, je suis pas sûr qu'elle soit particulièrement bonne à manger au bout de la fin de journée. Je sais pas, je suis pas un spécialiste, hein, n'hésitez pas à me reprendre. Où il y avait des moyens de conserver la fraîcheur des huîtres. Peut-être. Hein, je ne connais pas. Hein, je vous cache pas, je suis une quiche à ça. Hein, c'est un détail de rien du tout. Mais voilà, il l'observe un peu plus. Elle manque de se faire voir à 2-3 reprises parce qu'elle n'est pas super prudente non plus. Oui, elle est un petit peu suspecte. Hein, elle essaye pas du tout de bien se cacher. Et c'est là qu'on apprend qu'au bordel, il a un petit penchant légèrement pédophile, le Myrine. Voilà, c'est histoire de le préciser une fois de plus, d'appuyer davantage que c'est un connard fini, c'est bien. Ouais, il veut absolument une prostituée jeune. Il en a rien à foutre du temps à louer, je dirais, je fais ce que je veux d'elle et après vous me servirez une autre. Merde, je veux me taper des très jeunes filles, s'il vous plaît. Bien appuyer à quel poste un tas de merde, et ouais, elle fait rien de plus pour l'instant, quoi, elle l'a observé pendant un moment, et elle a eu énormément de chance de pas s'être fait repérer, et c'est là qu'elle vient voir Jaqen en disant « Oh, il avait pas faim aujourd'hui le parieur !»
hein, tandis que le mec pose pas plus de questions sur le fait qu'elle est restée beaucoup plus longtemps que prévu pour ça. Mais bon, je suis sûr à 99% qu'il est au courant de ce qu'elle fait, hein, comme quoi c'est une épreuve qu'il lui fait passer pour voir si elle résistera à la tentation de tuer le mec qu'elle veut tuer depuis longtemps, pour garder son identité secrète, pour bien être personne comme elle le souhaite. Et apparemment, elle va le louper, semble-t-il. C'est pas que c'est totalement inintéressant, c'est juste que je trouve pas ça amené de façon super subtile, contrairement à ce qu'on veut essayer de mettre en place. Et surtout, si c'est pour faire ça, j'ai le sentiment que ça s'étend beaucoup sur pas mal de détails pour pas grand chose, parce que le fait de vouloir devenir quelqu'un, se créer une nouvelle identité, je vois pas pourquoi il fallait qu'on en fasse autant des cases au début, et si c'était pour faire ce genre de mise en place, d'épreuves à mettre en place, pourquoi il fallait qu'on concentre tout un épisode, enfin tout un morceau d'arc dans un épisode précédent, autour de l'amorce de ça. Il suffit de le mettre direct. Enfin bon, je sais pas, je trouve ça... Je trouve que ça s'étend beaucoup trop pour rien en fait, cette partie-là. Comme si on sent qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter autour d'Arya dans cette partie-là, dans les deux livres que ça adapte. Si j'ai bien suivi, ça adapte les livres 4 et 5, cette saison 5. Donc ouais, ça en commence beaucoup plus, et malgré tout, ça se fait un peu passer ça. En tout cas, ouais, je suis pas super pris dedans. C'est pas que c'est mauvais, mais je suis pas super pris dedans, quoi. Ah, peut-être que ça partira enfin vers quelque chose, parce que je vous cache pas que, à part vaguement au tout début, j'étais un peu pris là-dedans, mais maintenant ça passe sans plus, cet arc autour d'Arya. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Arya, et Jaqen a quelque chose de très mystérieux, de très sympathique qui dégage, mais l'histoire qu'on crée autour d'eux, ça se regarde sans plus, quoi. Dans le même ordre d'idées, à Dorne, on a la suite et plus ou moins fin de ce qui a été mis en place, et là aussi j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, c'est un peu le problème, avec donc Jaime qui est amené auprès du prince Doran. Je vais essayer de me rappeler de son nom parce qu'il a l'air d'être quelqu'un d'important, un type qui a vraiment l'air d'être sympa, quoi. Il veut la paix, il cherche pas du tout le conflit, il veut faire en sorte d'être le plus pacifique possible, d'avoir la meilleure relation possible avec les gens au pouvoir, pas particulièrement pour se faire un nom, ou peut-être que c'est le cas, mais surtout parce qu'il en a marre des guerres, quoi. Et ça le rend assez sympathique, et donc je sens qu'il va pas tarder à crever celui-là. Ouais, les personnages que je commence un peu à trouver sympathiques, ils finissent par crever au bout d'un moment, donc... Je sens qu'il va casser sa pipe dans pas très longtemps. Je sais pas pourquoi je sens que ça va arriver. En tout cas, ouais, il reçoit Jaime et Elia avec lui pour discuter un petit peu de la situation. Ils finissent par mettre un petit peu les choses au clair sur ce que veut Jaime. Il avait peur pour Myrcella parce qu'on a envoyé une menace. Et donc, il semble indiquer de façon assez claire que c'est Elia qui a envoyé cette menace. Ce qui n'était pas très intelligent de sa part, si elle voulait se venger de Myrcella. Il n'avait pas envoyé une menace, dit tu es là et puis merde, envoyez la menace après, quoi. Tuez-la et puis envoyez une preuve que vous l'avez tué, comme ça vous auriez bien montré votre désir de vous venger. Après, ouais, je vois pas qui ça peut être d'autre à part elle, hein. Il semble indiquer de façon assez claire que c'est elle, donc voilà, c'est elle qui lui a piqué son collier alors qu'elle était pas là, et puis elle a envoyé cette menace. Et ouais, alors, juste un truc par rapport à ça, parce que je vois énormément de gens, enfin, j'ai vu pas mal de gens dire du mal de Elia et des Aspics, et si je les trouve pas particulièrement intéressantes, je les trouve pas affreuses non plus en soi. Elles ont leur petit caractère, je comprends où elles veulent aller, c'est-à-dire ce chemin de vengeance assez direct, parce que Oberyn représentait vraiment quelque chose de très grand pour elles, et elles ont cette philosophie du œil pour œil, dent pour dent, qui est relativement forte. Le truc par rapport à ça, c'est que dans cette configuration-là, ça crée pas une intrigue très palpitante autour d'elle, puisque leurs motivations sont simples, sont très simples, sont compréhensibles, c'est pas mal foutu, mais c'est très simple. Et le problème, surtout, vient du fait que, en fin de compte, toute cette histoire, ça n'aura pas amené à grand-chose. Je veux dire, Doran concède à Jaime ce qu'il veut, c'est-à-dire Cersei veut que Myrcella revienne vivre avec elle. Ok, très bien, on la renvoie à Port-Réal avec Tristan parce qu'ils doivent toujours se marier. Et si possible, ce serait bien de faire en sorte que Tristan ait un siège au conseil comme l'avait Oberyn avant.
Donc ils ont l'air totalement d'accord pour ça. C'est un arrangement totalement amiable qui convient à tout le monde, sauf à Elia bien entendu qui est énervée parce qu'elle peut pas avoir sa vengeance vu que les choses se tassent et se calment bien quoi. Et ouais donc ils peuvent repartir avec Myrcella et son chéri. Youhou. C'était pour arriver à ça. Et c'est bien. C'est bien. C'était bien la peine de faire cette espèce d'intrigue à la con où on doit s'infiltrer, se faufiler, etc. Où il doit y avoir cette espèce de course entre un groupe qui veut sauver Myrcella, entre guillemets, et un autre qui veut la tuer, pour qu'en fin de compte, ben ouais, il n'y avait pas particulièrement besoin qu'on la sauve. Il suffisait juste de demander. Il y a même Elia qui, à la fin, semble concéder un peu à cette décision lorsqu'elle est un peu forcée par Doran de lui vouer allégeance et d'arrêter donc de vouloir continuer sa quête de vengeance avec ses filles. Ça n'a pas l'air de leur plaire grandement. Et voilà, ça s'arrête là, ça semble-t-il. Bon, c'est pas impossible que ça continue, mais à la limite, Cersei ou Jaime auraient tout aussi bien pu envoyer une lettre. S'il vous plaît, vous pourriez nous renvoyer Myrcella, parce qu'elle nous manque. Ils seraient mis d'accord par courrier pour envoyer Myrcella et Tristan, et on est content, hein, sans changer la situation d'Elia où elle aurait encore la rage contre les Lannister pour ce qu'ils ont fait à Oberyn, sachant qu'en plus elle semble un petit peu comprendre que sa soif de vengeance n'était pas forcément bien placée vu que Myrcella était responsable de rien et qu'apparemment Jaime non plus. Donc, est-ce qu'elle va se centrer sur quelqu'un d'autre, genre... Je sais pas qui, la montagne sans doute, peut-être. C'est vrai que, étant donné que c'est plutôt Tywin qui est grandement responsable de ça, en plus de la montagne, il reste plus que la montagne techniquement, ou alors Cersei, ou bien Tommen. C'est pas impossible, je sais pas, ou pas, si ça se trouve elle ira plus loin, mais sérieusement, j'ai l'impression que tout ce qu'on a fait en termes d'arc, ça a servi à que dalle. À part... Peut-être, et je dis bien peut-être, instaurer un début de relation entre Bronn et l'autre fille chez les Aspics. Peut-être. D'accord. D'ailleurs, je dis Aspic histoire de dire, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on les verra, c'est pas impossible en plus. mais voilà, ça restera toujours une espèce de sous-Amazon, quoi. Et à nouveau, en soi, c'est pas les mauvais personnages, c'est juste qu'ils sont incorporés, elles sont incorporées dans une histoire et qui leur rend pas justice du tout. Donc, je n'ai pas grand-chose à cirer d'elle, quoi. Pareil pour Elia. Et si pour arriver à cette conclusion-là, c'était presque une perte de temps, hein, tout cet arc que vous avez mis en place, je trouve. C'est assez dommage, quoi, c'est assez dommage. Cela dit, ça risque pas forcément de bien se passer, puisque Cersei peut pas trop répondre au courrier que Jaime va lui envoyer à ce moment précis, vu qu'elle est toujours captive de la foi militante, et on n'aura rien de plus. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose d'assez fort là-dessus, mais apparemment la conclusion de cette partie-là, ça se fera à l'épisode suivant. C'est pas impossible du tout. En tout cas, ouais, c'est là que ça se conclut vaguement, semble-t-il, et c'est vrai que ça donne une impression de perte de temps, hein. Une vraie impression de perte de temps, ce truc. Bon, il nous reste à parler des éléments intéressants cette fois-ci, parce qu'il y a des éléments intéressants, croyez-le, hein. Il y a même des choses que je trouve très très fortes. Bon, déjà, rapidement, du côté de Jon Snow, on montre très rapidement la suite de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, où il ramène les quelques milliers de survivants chez les sauvageons, comparé aux plusieurs dizaines de milliers qui sont morts face aux marcheurs blancs et qui ont rejoint leur rang. Donc, ils sont pas très joyeux quand ils arrivent aux portes. Il y a toujours cette atmosphère de tension, de suspicion assez forte, où on n'est pas sûr à 100% que Thorne va vraiment les laisser passer ou s'il va profiter de la situation pour les tuer tous. Non, il les laisse passer parce que c'est quand même un homme de parole. Et même s'il n'est pas très content de ça, il se dit que ça va causer leur perte. Et où Jon s'en veut un petit peu de ne pas avoir pu en sauver plus. Il se dit que c'était un échec, et Sam essaye de le consoler en disant « Attends, c'est pas totalement un échec, sans toi, tous les hommes qui sont en train de passer là seraient morts. »
Donc c'est pas totalement un échec, il essaye quand même de le faire relativiser. Donc voilà, c'est une suite assez rapide mais très efficace de ce qu'on avait autour de Jon Snow. Bon, il nous reste à voir de gros morceaux cette fois autour d'une part du camp de Stannis où donc l'attaque de Ramsay a lieu et c'est montré un peu trop vite pour moi. Du genre il fallait qu'on rush ça alors que bon c'est pas un épisode super long par rapport à d'autres, il aurait pu durer 2 petites minutes de plus dans l'absolu, ce que je veux dire par là, mais voilà quoi, on a direct les retombées de leur attaque, quoi. Ils ont mis le feu au camp durant la nuit. En plein hiver, donc ça doit être un feu important quand même, hein, mais voilà quoi, ils ont mis le feu au camp, c'est la débandade, ils ont réussi à se barrer sans se faire voir, etc. Là, on montre pas ça, hein, ça se devine hors champ. On nous le dit, ouais, ils ont fait ça hors champ, c'est bien, merci. Ok, hein, bravo, il est fort Ramsay, hein. Et ouais, le problème par rapport à ça, c'est que à cause de ce feu qu'ils ont lancé, leur réserve de nourriture a cramé et ça va être beaucoup plus difficile pour continuer. Ils sont dans un mauvais état et pour l'instant, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est tuer quelques-uns de leurs chevaux pour avoir de quoi bouffer et survivre. Et ils sont trop loin de Château Noir pour y retourner et trop loin de Winterfell pour venir le conquérir comme ça. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu chaud pour lui et c'est là que Stannis, on sent qu'il a pris une décision très grave par rapport à ce qui vient. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il ne peut pas se permettre de reculer. Vraiment, c'est un truc qu'il a bien dit il y a 1 ou 2 épisodes, je suis plus sûr. Il y a l'épisode précédent, il me semble, où il a dit qu'il ne... reculerait pas quoi. Il a fui une fois, il ne fuira pas une deuxième fois. Il ira jusqu'au bout cette fois-ci. Et voilà, il est mis en place à une décision qu'il est obligé de prendre. Dans sa tête, hein, pour lui, c'est obligé de prendre sa décision par rapport à Shoryn. Alors c'est pas dit de façon claire, mais ça se devine très facilement par rapport à ce qui était montré dans les épisodes d'avant. Et la conclusion est assez évidente aussi par rapport à ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'on le voit demander à Davos de quitter le camp pour aller demander des renforts, surtout de la nourriture et quelques chevaux en plus à Château Noir. Et en leur promettant d'être bien récompensés s'ils le font. Et tandis qu'il partira tout seul. Hein. Il fait exprès de faire partir Davos parce qu'il sait que ce qu'il va faire, ça va pas lui plaire du tout. Il peut pas le confronter à ça. C'est assez horrible. Et on voit quelques scènes très jolies déjà entre Shoryn et Davos alors que celui-ci part, et entre Stannis et Shoryn alors que il a peur de la décision qu'il doit prendre, et où Shoryn, toute naïve, toute gentille, lui dit: si je peux t'aider, laisse-moi faire, je suis prêt à tout pour t'aider, papa. Tu devrais peser ses paroles, Shoryn, par rapport à ce qui va t'arriver. Et c'est là que, ouais, c'est là que Stannis prend la décision de suivre le conseil de Mélisandre, de la sacrifier. Alors, c'est très sympa aussi la façon dont on doit sacrifier les personnes de sang noble, de sang de roi, pour faire leur sort et s'amener le bon oeil, ce genre de conneries. Je sais pas exactement ce qu'elle veut faire avec ça, Mélisandre. C'est pas juste les sceller ou un truc comme ça, non, c'est les brûler vifs. Maintenant, ça fonctionne comment ce truc? C'est tellement aléatoire la façon dont ça fonctionne, ce dieu, merde. Vraiment. Oh, le maître de la lumière a besoin du sang, mais aussi des fois du sperme, mais des fois de la chair brûlée. Il a besoin de trucs totalement différents selon tel truc qu'on veut faire, parce que magie, c'est un petit peu gros quoi. Enfin bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus, ma gueule, c'est le maître de la lumière. Et ouais, donc elle est amenée au bûcher, et lorsqu'elle s'en rend compte, elle est pas aussi forte qu'elle veut le montrer. Elle se dit non, arrêtez ça. Elle appelle son père et sa mère à l'aide, tandis que cette dernière continue sur le coup de jouer à la femme qui essaye de renier son enfant. Et il y a un moment que je trouvais très fort là-dedans. Ce moment est super fort et c'est super abject en soi. Ce moment où Stannis décide de sacrifier sa fille pour le plus grand bien selon lui. On sent que ça le tord de faire ça, mais il sent qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut arriver à l'utiliser pour avoir ce que je désire. Et sa femme a l'air de suivre ça au début. Et je m'attendais tellement à ce que ça se passe différemment, mais c'est elle qui craque. C'est elle qui dit, alors qu'elle commence à agonir dans les flammes, qu'il faut arrêter ça.
Bordel, ma fille m'a mal à l'aide, ma fille va crever dans des souffrances lentes, j'ai envie d'arrêter ça, c'est elle. Tandis que lui se dit, non, il faut aller jusqu'au bout. Ça montre la différence, et ça montre que malgré tout ce qu'elle a montré, la mère de Shorin, elle reste un peu attachée à sa fille, et elle éprouve quelque chose pour elle malgré ce qu'elle a montré. Et ouais, c'est un moment super fort ici, déchirant, vraiment déchirant. D'ailleurs, je me demande ce que ça va faire le fameux sort en question, on verra bien, mais voilà. C'est plus ou moins ça la mort choquante de l'épisode. Ce qui me fait ne pas trouver ça aussi marquant, aussi percutant que voulaient l'être les épisodes 9 des saisons 1 et 3, c'est que Shorin n'a jamais été un personnage aussi important, aussi central que d'autres. Donc voilà, c'était un très bon personnage de soutien, très mignon, très cute, comme on dit, mais ça n'a jamais été un personnage ultra central. Donc c'est pour ça que ça n'a pas autant de poids que la mort d'Eddard ou du clan Stark. Mais ça reste quand même très fort, je ne le nie pas. Il ne reste plus qu'à voir le dernier morceau autour de Daenerys qui doit assister aux arènes. Donc les arènes dans lesquelles doit participer Jorah. Donc ça commence pas tout de suite sur Jorah. On va d'abord passer un peu de temps sur deux mecs qui se battent en duel, tandis qu'on voit que ça l'emmerde totalement Daenerys. C'est vraiment une obligation qu'elle se fait, c'est-à-dire quand elle a voulu réouvrir les arènes, elle sentait que c'était une obligation, et en plus, pour bien donner bonne figure, elle doit y assister, et ça l'emmerde. Tandis que, ouais, il y a des discussions de considération entre elle, donc son nouveau mari, Daario et Tyrion qui assistent un petit peu à ça. Il y a à nouveau un très bon dialogue qui dépeint bien les diverses mentalités des 4 différents personnages. Je trouve ça très intéressant. Très intelligent, très bien écrit, etc. une fois de plus. Et après le premier duel, on passe à une espèce de combat de groupe dans lequel participe Jorah et Daenerys, une fois de plus, est un petit peu choqué par ça. Alors, un truc que je trouve très bon là-dedans, malgré le fait que ce soit un peu rushé, je trouve toujours que c'est un petit peu rushé par rapport à l'épisode précédent et tout. Ça reste touchant en un certain sens de voir le personnage s'accrocher à ce point à Daenerys parce qu'elle représente tout pour lui. Et aller jusqu'à se battre dans les arènes alors qu'il risque sa vie pour ça. Je reconnais que ça reste fort et cette espèce de détermination qu'il montre. Et où Daenerys semble de plus en plus être un peu touchée par ça elle aussi, parce que à quelques reprises il manque de se faire tuer et elle semble vraiment, elle montre qu'elle a peur pour lui parce qu'elle ressent un peu quelque chose pour lui, elle a de l'affection pour lui, c'est clair et net. C'est très fort, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez fortiche. Mais bon, après pas mal de sueur froide, de moments un peu de suspense, il arrive à être le vainqueur des combats, mais c'est là qu'il fait un acte un petit peu surprise en lançant une des lances de son adversaire derrière Daenerys parce qu'il y avait un membre des Fils de la Harpie qui l'attaque. Alors, juste un truc, les Fils de la Harpie, faudrait voir à travailler bien votre timing. Parce que, on verra plus tard qu'ils sont genre des centaines à s'en prendre à Daenerys, et donc il n'y a pas beaucoup de gardes par rapport à d'autres endroits, et donc ils sont vraiment en sous-nombre. Vous auriez pu facilement les avoir en les attaquant de loin, mais à plusieurs en même temps, vous savez. Mais non, il fallait que ce soit juste un mec derrière qui essaye de se faufiler comme ça, au moment précis où Jorah vient de gagner. Pas une minute avant, où Jorah était occupé ou quoi que ce soit. Non, au moment précis où Jorah a gagné, et où tout le monde commence un petit peu à se relâcher. Vous voyez? Non. Fallait vous attaquer à ce moment-là. C'est pas super intelligent en termes de tactique, je dis ça comme ça, hein. C'est un détail, c'est pas grave, mais voilà, ça montre vraiment jusqu'où il est prêt à aller pour la défendre, en se montrant vraiment en faisant vraiment gaffe, et j'avoue que c'est assez fort, et c'est là que c'est l'attaque des Fils de la Harpie qui sont donc plusieurs centaines dans le coin, et c'est très violent, ça va vite, il y a pas mal de moments où on a peur pour nos personnages, où tout le monde se bat du mieux qu'il peut. À un moment donné, il y a le nouveau mari de Daenerys qui se fait tuer rapidement, histoire d'eux, et ça a pas énormément d'impact, parce que je vous cache pas que c'est pas un personnage ultra fort non plus, quoi. Il est présent depuis une saison et demie, je reconnais. Bah, depuis qu'elle s'occupe de Myrine, Daenerys, mais bon.
C'est pas comme si il a eu énormément d'impact. Il représentait quelque chose par rapport aux anciens maîtres. Donc il y a quelque chose de ça par rapport à lui. Mais le fait qu'il meure suite à ça, ouah, j'ai pas versé beaucoup de larmes. Ouais, ils ont joué safe avec leur mort à ce moment-là, et ça me dérange pas plus que ça au passage. Mais ouais, donc suite à ça, quoi, il y a énormément de gens qui attaquent, ils sont de plus en plus en mauvaise posture, ils essayent de se barrer à divers endroits, mais ils sont pris au piège et ils sont encerclés par beaucoup plus de fils de la harpie qu'ils ne sont eux, et donc ils ont l'air mal barrés pour s'en sortir, et c'est là qu'arrive Drogon. Drogon le dragon, une fois de plus, je me ferai jamais à ce nom. Vous avez un dragon, vous l'appelez Drogon. Brillant. C'est un détail, excusez-moi. Ouais, donc il arrive parce qu'il a senti que sa maîtresse était en danger, tout ça, et c'est là qu'il les attaque, super fort et tout. Mais il se fait un petit peu blesser quand même, un coup de lance, ce qui me fait poser une petite question. Est-ce que les dragons sont censés être si puissants que ça, en fait, compte? Si, je sais pas, 200-300 personnes arrivent à les affaiblir en se battant bien et en tirant bien leur lance. Je dis ça comme ça, hein, parce qu'on m'a dit en commentaire qu'un dragon valait plus que 8000 immaculés. Si quelques centaines de mecs, d'anciens maîtres, arrivent à se farcir ce genre de truc, à affaiblir ça, je suis pas sûr qu'un dragon vaille plus de 8000 immaculés, hein, personnellement. Je dis ça comme ça, c'est un détail, hein. C'est un détail, mais le rapport de force me donne pas trop raison à cette affirmation-là. Histoire de dire, rapidement. Enfin bref, quoi, c'est là que Daenerys reprend enfin confiance en sa capacité d'être en osmose avec ses fils dragons et se rend compte que son fils veut se battre pour elle, et donc elle lui fait entièrement confiance en s'approchant de lui, en dépit du fait qu'il est pas super joasse et un petit peu vénère d'être blessé de partout, et ça se termine sur elle qui le chevauche pour voler dans les airs afin de s'en prendre à ceux qui s'en sont pris à elle, et c'est la grande image de fin où elle a enfin pris confiance en elle pour pouvoir mieux mener ses dragons, faire en sorte que ses dragons la suivent. Le moment où elle reprend confiance en sa capacité à mener ses dragons, à les diriger et à se comporter un peu comme une mère pour eux, je trouve très sincèrement qu'on aurait pu faire quelque chose de plus poussé que ça, de plus développé que ça. Pour ce que c'est, ça reste très acceptable, et je nie pas une seule seconde que visuellement, en termes d'action, ça envoie du lourd, hein. Vraiment, j'étais à fond pris dedans, c'était un très bon moment. Je trouve juste qu'on aurait pu faire encore plus satisfaisant que ça. C'est histoire de dire. Mais bon, ça a l'air de cimenter le fait que Jorah sera un petit peu repris dans sa garde personnelle à Daenerys, semble-t-il, après ce qu'il a fait. Je sais pas, sauver la vie de la reine comme ça, je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse pardonner. Je dis ça comme ça, si ça se trouve je me plante, allez savoir. Par contre, juste un truc, comment à quel moment on va mettre sur le tapis sa maladie? Parce qu'à un moment donné, on le voit prendre la main de Daenerys pour l'emmener en sûreté. Et juste une chose, il n'est pas contagieux apparemment. Je croyais qu'ils étaient contagieux. Ou alors ils sont contagieux seulement à l'endroit où leur peau est en pierre, apparemment. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Je pose une question toute bête. Parce qu'apparemment, j'ai le sentiment qu'ils vont pas aller plus loin par rapport à ça. Ou alors, si ça se trouve, sans le faire exprès, il a infecté Daenerys, qui a attrapé la léprose elle aussi. Allez savoir, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible qu'il jongle là-dessus, et à ce moment-là, il aura vraiment une raison de lui en vouloir à Jorah, mais totalement, à ce moment-là. Je sais pas, c'est le petit détail. Mais voilà, c'est vraiment pas mal, ce moment de reprise, de confiance de la part de Daenerys, l'action qui vient, les fils de la harpie qui ressortent enfin. Bon, la petite mort, rapide choc d'un personnage un petit peu important, histoire de dire. J'ai beaucoup apprécié ce segment, j'ai beaucoup apprécié le petit suivi de Jon Snow, j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a voulu faire en termes de mise en scène autour de Stannis et de Shoryn. Après, j'ai pas été super fan de ce qu'on a fait autour d'Arya et de ce qu'on a fait autour de Dorne. Mais bon, ça c'est constant, hein. La qualité de ce qui se passe autour de Dorne, c'est...
Ouais. Et c'est un peu pareil pour l'arc d'Arya dans cette saison, je trouve. En tout cas, en dehors de ça, c'était quand même bien compensé par ce qui était réussi. Et c'est pas non plus comme si ces arcs-là, ces morceaux d'arc étaient mauvais non plus. Ils étaient juste passables. Mais le reste était vraiment bien. Donc ça donne un épisode sympa. Pas sensationnel, mais sympa. Un épisode que j'ai pris plaisir à suivre. Et il ne nous reste plus qu'à voir un épisode avant la fin de la saison 5. Et d'après ce que j'ai compris, après, on partira sur du totalement original par rapport au bouquin. Je suis impatient de voir sur quoi ils vont partir. À très bientôt. Bye.